La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici. Aventure et conservation. Le pari du Géoparc de Percé. Ils nous avaient fait fait faire nos devoirs. On doit améliorer la signalisation dans le village et sur les routes pour indiquer comment trouver le géoparc, parce que c'était pas évident pour eux autres. Diane Leboutillier, point de presse virtuel. En effet, le meilleur moyen de faire baisser les prix des logements est d'augmenter l'offre et de le faire rapidement. C'est pourquoi nous allégeons les formalités administratives et réformons les zonages afin que davantage de logements soient construits plus rapidement. Histoire de grange avec Rémi Cloutier. C'est une grange qui a plus que 100 ans. C'est toujours dans mes projets de la réparer le plus que je peux, mais on a tellement d'ouvrages. Vous y tenez à cette branche. Ah oui, j'y tiens. Autisme, un nouveau service de répit. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes, par contre. C'est le spectre. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'en parler. Villa Frédéric James, vers un musée des beaux-arts. C'est pour ça qu'actuellement, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est le député de Gaspé à qui on a confié le mandat. Monsieur Sainte-Croix a fait des études en histoire, il a été conservateur au musée de la Gaspésie, il connaît très bien le domaine. Revue de presse au 4 avril 2024. Bonne émission. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. Le Géoparc de Percé lance une campagne de sociofinancement cruciale avec Ricardo Larrivé comme président d'honneur pour maintenir son label UNESCO et préserver son héritage géologique. Comment cette initiative impactera-t-elle la conservation et l'éducation autour de ce site naturel d'exception? Nous en discutons avec Daniel Leboeuf, président de la coop de solidarité Géoparc de Percé. Bonjour M. Baird, merci de m'accorder cette entrevue. Vous posiez la question en quoi consiste la mission de conservation et de valorisation du patrimoine géologique du géoparc. Quand nous, le géoparc, on est une coopérative de solidarité, on est 25 personnes, entreprises, restaurateurs, hôteliers, commerçants de Percé, qui s'étaient mis ensemble pour valoriser le récréo touristique là, dans le Mont-Saint-Anne. Et en faisant ça, on a découvert le principe du géoparc qui met en valeur les particularités de la géologie d'une région. Et on s'est rendu compte que si en Gaspésie, il y a à peu près entre 200 et 300 sites géologiques intéressants à voir, on s'est rendu compte qu'à Percé, on avait plus d'une trentaine, toutes concentrées à même le village ou aux alentours. Et on a dit, on va prendre cette mission-là, de mettre en valeur les falaises de grès, les formations de conglomérats comme l'île Bonaventure, les falaises de calcaire. Le plus bel exemple, c'est le Rocher Percé, mais il y en a plein d'autres trucs intéressants à expliquer sur la géologie. Ça fait qu'on a créé le géoparc en 2016, puis en 2018, l'UNESCO nous a reconnus comme un géoparc mondial. Fait qu'on poursuit notre mission depuis ce temps-là. Alors justement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est pour parler un peu de parler de cette campagne de sociofinancement. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques de l'UNESCO que le Géoparc cherche à répondre pour cette campagne de financement?
Oui, c'est ça. Ils nous ont, à leur dernière visite, parce qu'ils nous visitent tous les 4 ans, et ils nous avaient fait fait faire nos devoirs. On doit améliorer la signalisation dans le village et sur les routes pour indiquer comment trouver le géoparc, parce que c'était pas évident pour eux autres. Et déjà ce printemps, des panneaux routiers vont être installés et on va aux 2 entrées du village, installer des beaux panneaux explicatifs là, pour indiquer c'est quoi un géoparc. Il y avait aussi notre carte des sentiers que l'on remet aux visiteurs qui n'étaient pas précises à leur goût. Ça est en train de se faire imprimer. Il faut installer une vitrine pour les géoparcs de l'UNESCO à l'intérieur de notre pavillon d'accueil pour faire la promotion des autres géoparcs au Canada et dans le monde. Puis aussi, il y a d'autres recommandations pour améliorer notre marketing. C'est plus administratif, là, notre gestion de nos partenaires, etc. Mais pour financer tout cet effort qu'on doit faire avant la fin de l'été, on a besoin de l'appui de la communauté et je vais vous dire, jusqu'ici, ça répond très bien. Là. On a déjà reçu un bon 18 000 $ sur notre objectif de 50. D'accord. Et comment est-ce que la participation de Ricardo Larrivé en tant que président d'honneur peut influencer cette campagne, mais c'est quoi et son rôle dans cette initiative? On est vraiment chanceux. Ce nouveau citoyen de Percé a accepté d'être président d'honneur d'un souper bénéfice qui va avoir lieu le 4 mai à la Maison du Pêcheur. Il nous a préparé un menu, il va être là pour animer et répondre aux questions. Puis lui, il a trouvé que ça valait la peine d'appuyer le géoparc. C'est une attraction très intéressante qui se rajoute à tout ce qui est beau ici à Percé. D'accord. Sinon, en dehors de cette activité-là du 4 mai, est-ce qu'il y a d'autres activités prévues dans le cadre de cette campagne de sociofinancement? Oui. Si vous voulez avoir tout l'aperçu, allez sur le site Internet du Géoparc. C'est Géoparc de Percé, tout en petites lettres, pas d'accent, en commercial, géoparcdepercé.com. Puis là, vous allez avoir campagne de financement, vous allez avoir toutes les options. Il y a tous nos membres, les 25 membres fondateurs, on offre des rabais, des petits cadeaux. Alors, si vous souscrivez pour 45 $ sur une traversée vers l'île Bonaventure, cet argent-là va aller au Géoparc. Et vous pouvez avoir des bons d'achat, des repas au restaurant, des nuitées à l'hôtel. Vous choisissez là-dedans et vous appuyant, ce faisant même, vous économisez un 15% sur la prestation, puis vous appuyez le Géoparc. C'est une campagne de sociofinancement en ligne là, et c'est très facile. Alors, je vous encourage à aller sur géoparcdepercé.com. Merci beaucoup. Je terminerai par une dernière question. Est-ce que et quels sont les défis actuels ou même futurs? Bon, en ce moment, vous avez celui de répondre à certains critères de l'UNESCO, mais qui sont peut-être même futurs auxquels le Géoparc de Percé fait face dans sa mission de préservation. Et est-ce que la communauté peut contribuer aussi de manière en dehors de cette campagne, entre autres? Les défis qui nous attendent là, dans les 5 prochaines années, ça va être de remettre à niveau les sentiers. Il y a de l'entretien à faire. Notre exposition thématique, on a déjà un comité. On a une exposition multimédia, ça s'appelle Tectonique, qui explique la géologie de Percé des alentours. Et on veut la renouveler. On a un comité qui va se pencher là-dessus sur nos projets pour les 5 prochaines années. En plus de l'entretien de base, là, il faut voir à améliorer nos expériences, proposer d'autres trajets. Déjà cet été, on innove, on va offrir des pique-niques et des apéros sur la terrasse suspendue au Mont-Saint-Anne. Alors, ça va être un beau moment pour venir voir le soleil, le coucher du soleil en bonne compagnie.
Merci beaucoup, Daniel Leboeuf, pour votre temps. Alors, on attend votre visite. On ouvre le 2 juin. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. L'honorable Diane Leboutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée fédérale de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, a tenu un point de presse virtuel, ce jeudi 28 mars, afin d'annoncer des mesures concernant les familles de l'Est du Québec, en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. Bonjour à tous et à toutes. Puis, je suis très heureuse de pouvoir vous parler cet après-midi. Je sais qu'actuellement, on a des médias des quatre coins de l'Est du Québec avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles avec qui je n'ai pas l'habitude de m'entretenir, je veux vous souhaiter particulièrement la bienvenue. Comme vous le savez, avoir une réelle chance de bâtir une vie au sein de la classe moyenne, de réussir aussi bien que nos parents et même mieux, c'est la promesse du Canada depuis toujours. Aujourd'hui, pour trop de jeunes Canadiens et Canadiennes, cette promesse n'est pas respectée. Les obstacles sont trop grands et cette chance n'existe pas. Pour beaucoup de jeunes Canadiennes et Canadiens, le passage à la vie adulte est difficile. Les milléniaux qui ont atteint l'âge adulte au début des années 2000 ont subi le chaos et les défis de la grande récession de 2008. Et de nombreux membres de la génération Z sont d'ailleurs devenus adultes au plein milieu de la pandémie de la COVID-19. Ces deux générations, tant bien que mal, tentent d'avoir une carrière, de fonder une famille à une époque d'inflation où les taux d'intérêt et le coût du logement sont élevés. On peut comprendre que beaucoup de jeunes Québécois et Québécoises ont l'impression de se retrouver au pied du mur. L'équation, elle ne fonctionne plus. Autrefois, si l'on trouvait un emploi puis qu'on travaillait dur, on était généralement assuré de faire partie de la classe moyenne. Aujourd'hui, les jeunes Canadiens et Canadiennes peuvent trouver un bon emploi, peuvent travailler dur, mais force est de constater que le retour sur l'investissement reste trop souvent hors de portée. Nous avons atteint un moment charnière pour les milléniaux et la génération Z. Ils sont remplis de talent et de potentiel. Ils ont besoin de voir et de sentir que notre pays peut fonctionner à leur avantage, que la promesse du Canada existe toujours et qu'elle peut encore se concrétiser. Ce qui nous unit en ce moment, c'est le désir d'aider tout le monde à réaliser les promesses du Canada et de se voir offrir une chance équitable d'accéder à la classe moyenne. Aux jeunes Québécois et Québécoises, je veux vous dire que vos inquiétudes sont fondées et vos frustrations sont compréhensibles. Je veux aussi vous dire que nous avons un plan pour bâtir un Canada qui fonctionne mieux, où ils pourront tirer leur épingle du jeu, où leur travail acharné portera ses fruits et où ils pourront s'acheter une maison. Ils pourront réaliser la promesse de notre pays et avoir une chance réelle d'accéder à cette fameuse classe moyenne. Mais la grande question qui demeure, bien sûr, c'est comment allons-nous y arriver? Tout d'abord, nous allons accélérer la construction de nouveaux logements dans tout le pays et ça inclut bien sûr l'ensemble de l'Est du Québec. En effet, le meilleur moyen de faire baisser les prix des logements est d'augmenter l'offre et de le faire rapidement. C'est pourquoi nous allégeons les formalités administratives et réformons les zonages afin que davantage de logements soient construits plus rapidement. Nous finançons également la construction d'un plus grand nombre d'appartements et de logements abordables dans l'ensemble du pays. Ensuite, nous aiderons à réduire le coût de la vie. Nous avons apporté des améliorations au filet de sécurité sociale du Canada pour toutes les générations pour réduire le coût de la vie.
Les garderies à 10 par jour, concept québécois duquel on est très fiers, qui a littéralement inspiré le reste du pays, font déjà économiser des milliers de dollars par année aux jeunes parents. De nouveaux programmes aident à payer les rendez-vous chez le dentiste et les médicaments, y compris les contraceptifs, et viennent encore davantage alléger le fardeau financier. Et dans le prochain budget, nous prendrons d'autres mesures pour rendre la vie plus abordable et aider les jeunes à gagner du terrain. Nous agissons maintenant et nous agissons avec des objectifs précis parce que le coût de l'inaction aujourd'hui devra être porté par les jeunes de demain. Nous avons une responsabilité envers eux et en ne faisant rien, on les laisserait pour compte. Nous allons les aider à réaliser la promesse du Canada avec un plan économique responsable qui réduit notre ratio dette-PIB. Et il permettra de faire croître l'économie pour veiller à ce que le solide filet de sécurité sociale d'aujourd'hui soit abordable pour les générations à venir. Vous le savez, notre gouvernement s'est engagé à créer un système pan-canadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants abordable avec un investissement de 30 milliards de dollars, dont 6 milliards seulement pour le Québec. D'ici lundi prochain, le 1er avril 2024, la garde d'enfants ne coûtera maintenant que 10 par jour ou moins dans 8 provinces et territoires. Plus particulièrement au Québec, qui bénéficie déjà d'un tel système depuis des décennies, cette mesure a depuis permis de créer plus de places dans les services de garde et a contribué à réduire les listes d'attente. Cela dit, on le sait que le travail n'est pas terminé. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous annoncer en exclusivité l'un des piliers de ce plan, qui se trouvera dans le prochain budget fédéral déposé par la vice-première ministre Freeland le 16 avril prochain. Dans un premier temps, nous offrirons 1 milliard de dollars en prêts et 60 millions de dollars de subventions non remboursables aux fournisseurs de services de garde d'enfants sans but lucratif pour la construction et l'agrandissement de garderies. Les modalités dépendront bien sûr des ententes que nous avons l'intention de conclure avec le gouvernement du Québec, qui possède déjà son propre système depuis bon nombre d'années. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'en facilitant la construction et l'agrandissement de services de garde d'enfants, on créera inévitablement plus de places dans le réseau et désengorgerons les listes d'attente du Québec. Et ça ne pourra que bénéficier à plus de jeunes familles dans l'Est du Québec et pourquoi pas permettre d'en attirer d'autres. Dans un deuxième temps, on sait aussi que la pénurie d'éducateurs et d'éducatrices en services de garde frappe partout au pays et l'Est du Québec n'en fait pas exception. On sait qu'il est plus important que jamais de pallier à ce problème, notamment en créant plus d'incitatifs financiers pour attirer davantage d'éducatrices dans les régions rurales et éloignées du pays. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer que le budget 2024 inclura aussi 48 millions de dollars dans le but d'offrir un pardon de prêts étudiants aux éducateurs de la petite enfance qui choisiront de s'installer en région rurale et éloignée. Le montant de ce pardon dépendra du nombre d'années qu'ils exerceront en région. Il s'agit d'un programme qui existe déjà pour les médecins et infirmières et on souhaite l'élargir pour maintenant inclure les éducatrices en service de garde. Au Québec, le tout sera bien évidemment sujet à des négociations avec le gouvernement provincial qui administre son propre programme de prêts et bourses. Cela dit, à terme, une fois une entente conclue avec Québec, je demeure convaincue que cette mesure permettra d'attirer encore plus d'éducatrices ou d'éducateurs chez nous en région. En terminant, je tiens à dire qu'avec une annonce comme celle d'aujourd'hui, notre objectif est vraiment de tracer un chemin vers la classe moyenne pour des millions de jeunes Canadiens et Canadiennes. Nous construirons davantage de logements, nous contribuerons à rendre la vie moins chère, nous dirigerons notre économie vers une croissance qui améliorera la situation de tout le monde. Et dans tout ce que nous faisons, on a toujours gardé en tête de maintenir la promesse du Canada à la portée de nos jeunes générations. Et ça, on le doit à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Et c'est avec tout mon cœur et c'est avec tout mon engagement politique que je le dis.
Merci à tous et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. J'aimerais ça que vous me traduisiez ça clairement de ce que ça veut dire concrètement pour l'Est du Québec, votre annonce d'aujourd'hui. Écoutez, comme je le disais, il y a des négociations qui vont se faire avec Québec et ça va se traduire plus concrètement là, puis plus spécifiquement là, dans l'avenir, là, après, lorsque le budget aura été, le budget aura été émis. Mais comme je le mentionnais, c'est comme le 6 milliards qui avait été alloué vers Québec. Les ententes se sont prises, puis on a vu des places se développer en garderie. Puis je peux vous dire, moi, pour être sur le territoire, que les gens, quand on parle de rétention d'employés, quand on parle d'avoir des jeunes, puis on avait la ministre, une secrétaire parlementaire des familles qui était avec nous il y a un mois passé dans le comté, puis partout, on nous a parlé de l'importance d'avoir des places en garderie pour pouvoir pour avoir de la rétention d'employés. Moi, là, ça me fend le cœur d'entendre qu'une mère de famille me dise, moi, là, je reste à Saint-Siméon, puis je travaille à l'hôpital de Chandler et je dois voyager soir et matin parce que j'ai pas de place en garderie. Ça fait quand on connaît les distances, quand on sait qu'il y a du travail à faire, puis pour ça, ben, pour nous, c'était important d'annoncer des argents, puis de voir après avec Québec, comment Québec, parce que ça fait partie d'un champ de compétences aussi du gouvernement provincial, mais de voir dans les discussions comment Québec va le concrétiser là, au niveau de nos milieux ruraux. Quand vous parlez de 60 millions là, pour la construction, 48 millions pour les de prêts étudiants, là, ça c'est à l'échelle du pays, c'est pas juste pour l'Est du Québec. Là. C'est à l'échelle du pays. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est vraiment à l'échelle du pays. Vous n'avez pas peur de la confrontation Québec-Ottawa une fois de plus? Ça fait quelques accrochages là, avec le gouvernement québécois. Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est quand je rencontre les gens, là, quand je rencontre les familles, quand je rencontre les gens qui me disent qu'on a besoin d'avoir un logement, eux, là, ils ne se demandent pas, ça vient-tu du fédéral ou ça vient-tu du provincial? Ce que les gens nous disent, c'est travailler ensemble, puis faites en sorte là, que nous, là, on puisse avoir accès à un logement, qu'on puisse avoir accès à des places en garderie. C'est ce que les gens veulent. Puis c'est vraiment là, la responsabilité qu'on a de répondre là, aux besoins de nos jeunes puis de nos jeunes familles. Madame Laboutier, on parle de 48 millions en prêts étudiants. Donc, ça peut représenter combien, ça, pour une étudiante ou un étudiant éducateur en petite enfance? Parce que des études en médecine, c'est très cher, mais des études pour être éducateur à l'enfance, là, je pense qu'on ne parle pas de la même marge. En quoi ça va vraiment les attirer à ce moment-là? Ben écoutez, c'est sûr que on a des gens qui ont un intérêt pour aller étudier, pour être éducateurs, éducatrices là, dans des centres de la petite enfance. Donc, d'avoir des programmes qui vont leur permettre de rembourser des frais d'études. Moi, je pense qu'on est là aussi pour encourager les gens là, à pouvoir aller vers les métiers qui leur conviennent, puis qui vont puis sur ce qu'ils veulent faire, là, ça fait qu'on ne peut pas comparer. Si quelqu'un veut aller en médecine, ben, s'il y a les notes, il ira, mais si quelqu'un veut être en service de garde à l'enfance, ben, aidons-le à pouvoir réaliser ses rêves, mais aussi à pouvoir répondre aux besoins des familles, parce qu'on a besoin de place en centre de la petite enfance puis en garderie, mais on a besoin aussi du personnel pour pouvoir s'occuper là, très bien de notre avenir. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux, nos enfants. Mais c'est juste, je me questionne à savoir si, mettons, plusieurs milliers de dollars, quelques milliers de dollars, ça peut vraiment motiver quelqu'un à aller travailler dans une garderie à Sept-Îles, mettons. Ça peut selon vous, ça peut faire une différence au bout du compte? Moi, je suis convaincue que ça peut faire une différence. Parce que vous savez, là, de demeurer en région, là, il y a aussi une qualité de vie avec les gens qui demeurent en région. Et ça aussi, là, ça fait partie des différences pour attirer des gens chez nous. Allô? Vous parlez, le programme de remboursement de frais dentaires, il est entré en vigueur déjà, là? Oui, il est rentré en vigueur, mais on y est allé par tranche d'âge pour en arriver à la fin 2024 à ce que
la population soit couverte. Actuellement, là, si je ne me trompe pas, là, c'est les 65 ans et plus. Là. OK. Donc, à partir de la fin 2024, vous dites que ça va être disponible? Toutes les tranches d'âge, toute la population, là, à partir de la fin 2024, toute la population là, va y avoir accès. Oui. OK, parce que mon dentiste n'a pas l'air bien au courant encore de comment ça va fonctionner au niveau des remboursements, des tarifs et tout ça, là. Mais je peux vous dire qu'au niveau des ordres professionnels, on l'encourage fortement à parler à son ordre professionnel, Okay. mais les ordres professionnels sont au courant de ce qui se passe, là. Puis les dentistes ont les informations. Il y avait déjà les informations avec les enfants parce que l'an passé, on a donné accès aux enfants là, de 0-12 ans. Et puis, ça fait que c'est... OK. Donc, il y a satisfaction du côté des dentistes? Oui, je vous dirais, là, où ça complique peut-être un peu les choses, c'est qu'on est en pénurie de dentistes. Donc, ça devient un peu plus compliqué, mais on le voit avec au niveau des personnes âgées aussi, là, c'est d'avoir les rendez-vous. Puis, on sait, certains dentistes, là, des gens me disent, là, ça prend 1 an, là, Diane, là, pour avoir accès, 1 an et demi. Des fois, là, pour avoir accès à un dentiste. Ça fait que je pense que c'est là où ça va être un peu plus compliqué. Puis de ce que j'entendais aussi, c'est qu'il y a des dentistes qui disent on a déjà de la difficulté à répondre aux besoins de notre clientèle. Donc, d'ajouter des gens, ça complique les choses. Mais écoutez, c'est un travail là, qui va se faire. La pénurie de personnel, c'est partout, là, dans tous les corps de métier. En fait, ma question, vous avez mentionné lorsqu'il était question de la construction de logements, que le gouvernement fédéral avait l'intention, entre autres, de mettre de l'avant une réforme du zonage. Bon, corrigez-moi si je me trompe, mais le zonage, normalement, ça relève surtout des provinces et des municipalités. Je me demandais un peu, en fait, si déjà des discussions ont été entamées là-dessus et si oui, sous quelle forme est-ce qu'on pensait justement apporter des modifications au zonage dans différentes communautés? Oui, il y a du travail qui est déjà entamé où on va aider je vous dirais, dans d'autres provinces aussi, là, où pour faciliter là, au niveau du zonage, là, faciliter la construction là, faciliter la construction de logements, mais puis on voit aussi il y a des terrains au niveau du fédéral où il y a des discussions actuellement qui se font avec des organisations où ces terrains-là aussi pourraient être accessibles, où on pourrait délaisser des terrains et des bâtiments pour faire en sorte qu'il y ait des constructions là, de logements. Est-ce que c'est des réglementations qu'on vise à changer ou davantage ou changer des usages Bien, je vous dirais un peu des deux, des réglementations aussi et certains usages. Certains usages, parce quand on regarde des fois au niveau des bâtiments, on a des bâtiments fédéraux qui sont soit dans des centres-villes, qui sont quand même dans des endroits qui peuvent être intéressants là, pour des locataires, parce que souvent, ces bâtiments-là sont construits à proximité de différents services. Donc, si on n'en a pas besoin, puis ce qu'on tente au niveau du fédéral avec le télétravail depuis la COVID, c'est maximiser nos espaces de bureaux. Donc, on a un surplus de bâtiments. Il y a des terrains qui ne nous servent plus. Donc, de pouvoir en faire bénéficier les municipalités, pour nous, là, on va vraiment dans ce sens-là. Là. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Le trouble du spectre de l'autisme est encore largement méconnu.
Avec Simon Dufresne, directeur général d'Autisme de l'Est du Québec, nous discutons de la nature de ce trouble, de son impact sur la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes, ainsi que des nouveaux services de répit disponibles. Simon Dufresne, directeur général d'Autisme Est du Québec, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. On lance le mois de l'autisme, donc on est en forme pour amorcer le mois d'avril. Parlons-en justement. Pourquoi est-ce que le mois d'avril est consacré à l'autisme? Pourquoi avoir choisi ce mois-là? En fait, bon, c'est peut-être un choix aléatoire, mais ça fait 40 ans cette année que le mois de l'autisme est célébré au mois d'avril au Québec, un peu partout dans le monde. Et ce mois-là est encore d'actualité. On parlait tantôt hors, euh, hors enregistrement que il y avait il y a beaucoup d'informations avec des personnes autistes qui sont connues. En fait, l'autisme prend de plus en plus place dans l'actualité. Si on retourne à 20 ans, 30 ans, c'était pas très connu. Pourquoi ça prend plus de place dans l'actualité? Je pense que d'abord, il y a eu une amélioration des outils diagnostiques qui fait qu'il y a plus en plus de personnes qui reçoivent leur diagnostic d'autisme. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, nous, c'est des personnes adultes. On peut en avoir dans 35, 40, 45, 50 ans. Et de plus en plus de femmes, parce que le bleu était associé longtemps à l'autisme, mais le bleu va faire beaucoup masculin. Mais avec l'amélioration des outils de diagnostic, on s'aperçoit que il y a plus de femmes qui reçoivent des diagnostics. Vous allez me dire pourquoi les femmes étaient moins diagnostiquées. On parle que ce qu'on appelle le camouflage, elles auraient une facilité plus importante que les hommes, les garçons, à camoufler leur autisme. Ce qui fait que là, le taux de prévalence augmente. Là, on est à 1,5 % de la population qui a des diagnostics en autisme, et ça pourrait augmenter. On parlait tantôt, il y a plusieurs célébrités québécoises qui soit ont nommé qu'ils étaient autistes ou appuient les causes en autisme, puis il y a des émissions de plus en plus à la télé. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire une inclusion réelle des personnes autistes dans la société, dans les milieux de travail. Puis c'est pour ça que le mois de l'autisme, c'est important de faire de la sensibilisation. Le thème du mois de l'autisme cette année, c'est « Ensemble, faisons briller l'autisme encore et toujours » parce qu'on a encore besoin d'en parler. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de préjugés face aux personnes autistes pour qu'on soit toujours obligé d'année en année de faire de la sensibilisation comme celle-là? En fait, des fois, c'est plus souvent de la méconnaissance que des préjugés. Vous savez qu'il y a différents niveaux d'autisme. On parle du spectre de l'autisme. Spectre, c'est large, un spectre de lumière, si on se ramène ça au spectre de lumière. Donc, ça part des autismes de haut niveau qui vont dans la société passer inaperçus, dans le monde du travail, ou donc qui eux autres sont capables ont plus d'habilité pour masquer. Aux autistes non verbaux qui ont qui font de l'école à lire, toutes sortes de choses, donc donc ça fait que c'est un spectre très très large, et souvent, ce qui arrive, c'est que pour celles et ceux qui passent inaperçus, parce que l'autisme est un handicap invisible, hein, on s'entend, là, c'est pas comme quelqu'un en chaise roulante ou qui a un handicap physique, donc c'est un handicap invisible, et souvent, des personnes autistes vont prendre plus de temps pour accomplir une tâche, ou en milieu de travail, on va les embaucher, puis on comprendra pas pourquoi ils n'entrent pas en relation à la pause avec les autres employés, ou qui répondent peut-être qu'ils peuvent paraître pour le patron ou les collègues de manière sec, ou de manière, alors qu'eux autres, c'est leur manière de s'exprimer. Donc, il y a des défis au niveau des communications. La communication ne fait pas de la même manière au niveau des personnes autistes. Donc, les relations sociales. Et quand on connaît pas ça, quand on n'est pas sensibilisé, on peut dire, cette personne-là est donc bien froide, est donc bien bête, qu'est-ce qui se passe? Puis ça peut parfois amener à des congédiements, alors que si on avait pris le temps de comprendre qu'est-ce que l'autisme, adapter et avoir des mesures plus inclusives
sensibiliser les gens autour, si on parle en entreprise, les collègues, tout ça, ben, ça se serait passé de manière différente parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit présentement, il y a énormément de personnes autistes qui ont beaucoup de potentiel, mais qui malheureusement ont encore des difficultés d'intégration à l'emploi là, à cause de la méconnaissance. Et ben, même chose pour le quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est encore d'actualité de parler de sensibilisation et d'information sur l'autisme. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes, pardon, c'est le spectre. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'en parler, puis de voir comment on peut les inclure dans la société pour mieux comprendre, puis qui puissent participer, puis à l'enrichissement collectif, puis avoir droit comme tout citoyen à la fois à l'école, à l'accès à l'école, à l'éducation, au milieu du travail, etc. Donc, en tant qu'organisme, vous offrez différents services justement pour accompagner tous ceux qui en ont besoin. Un de vos services, d'ailleurs, qui est tout nouveau, c'est un service de répit. Oui, effectivement, dans le fond, en collaboration avec l'Appui Proche Aidant qui finance les ressources humaines, on a mis en place dans la Baie des Chaleurs et dans la MRC Rocher-Percé. Là, la Baie des Chaleurs, c'est du répit individuel à domicile, mais là, on va parler plus de Rocher-Percé. Donc, à Rocher-Percé, c'est l'été dernier, on a fait un camp de jour avec la Joie de vivre, le Centre La Joie de vivre de Pabot. Donc, pour les personnes autistes et d'autres types de handicaps, déficiences intellectuelles, donc on a offert ce service-là l'été passé. C'était gratuit. On a accueilli 8 personnes autistes durant tout l'été. Et présentement, ben, tout l'hiver, dans le fait, depuis février, on offre un 4 heures de répit. Donc, au Centre La Joie de vivre le samedi. Donc, on a une intervenante qui est de l'ADEC qui travaille là-bas avec une animatrice et on offre du répit à des groupes d'ados. On est en période d'inscription présentement pour les groupes de plus jeunes. On pourra offrir donc un groupe ado et un groupe plus jeune un peu, là, donc en 12 ans et moins. Donc, on offre ça au Centre La Joie de vivre. On fait des activités avec les jeunes. Pendant ce temps-là, ben, les parents peuvent vaquer à d'autres tâches, se ressourcer, recharger la batterie, donc faire autre chose. Et ben ça, on est bien heureux d'offrir ce service-là dans Rocher-Percé. C'est un endroit qui a levé la main quand on a développé des services de répit parce que notre territoire est immense, mais on essaie de travailler où il y a des opportunités, puis surtout, des besoins, il y en a, ils sont très, très grands. Donc, on a développé ça et cet été, le camp de jour revient encore. Donc, pour l'information par rapport à ça, là, c'est assez simple. On vous rendez sur le site d'autistelest.org et tout est là dans la zone répit. Donc, ça, on est bien content d'avoir développé ça et on veut que ça perdure. On veut même augmenter le nombre d'heures. On est en train de regarder que c'est 3S pour un financement supplémentaire pour faire plus d'heures en répit. Donc, ça, c'est un service spécifique à Rocher-Percé. On est bien, bien content. Y a-t-il une raison? Ben, en fait, il y a répit individuel, ça, c'est bon, vous allez chez les gens, si je comprends bien comment ça fonctionne. Y a-t-il une raison pourquoi ce service-là n'est pas disponible dans Rocher-Percé? Je parle de répit individuel. Ben, en fait, c'est des choix financiers. On avait déposé un projet et là, le fait aussi des distances, parce que on a 2 ressources, on a 2 personnes. Il y en a une qui est basée à Bonaventure, qui offre le répit individuel, et une autre qui demeure à Chandler, qui est l'intervenante au répit. Et ses disponibilités aussi, pour celles qui travaillent dans Rocher-Percé, est disponible à temps partiel. Donc, on va pas l'offrir tout de suite. On ferme pas la porte dans l'avenir pour développer ce type de service-là, donc répit à la maison, qui permettent soit on sort l'enfant faire une activité, la personne autiste puis les parents restent à la maison ou vice-versa. Mais à court terme, c'est une question de logistique, de disponibilité de personnel et de financement, mais rien n'empêche qu'éventuellement on pourra le faire, là, dépendant de comment évolue le service de répit. Dans le fond, vous auriez besoin aussi de plus d'accompagnateurs, si on veut. Ben, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais des personnes qui pourraient offrir ce service-là. Vous en auriez besoin de plus aussi.
Oui, ben, on fait pas exception à titre de l'Est à la pénurie de main-d'œuvre. Puis donc, on va présentement à notre ressource qui s'appelle Sophie, travaille à temps partiel, mais quand même 15 heures par semaine pour organiser tout ça, les répits de fin de semaine, et elle travaille l'été aussi pour le camp de jour. Euh, Éventuellement, il y aura peut-être d'autres disponibilités de sa part ou on a aussi Chantal, qui est une autre dame qui travaille avec nous comme animatrice. C'est ça, peut-être s'il y a des gens qui sont bénévoles qui auraient le goût de s'impliquer, notre porte est ouverte aussi. Fait que ça sera à suivre, là. On développe tranquillement les choses, puis on espère qu'on va pouvoir avancer de ce côté-là, là, pour offrir plus d'heures de répit et différents types de répit. Puis pour le reste, ben, en fait, étant donné que nous, on a 14 MRC, on fait Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, donc notre organisme est un organisme communautaire quand même comme des services de proximité, mais on n'a pas les ressources pour pouvoir déployer des employés dans chaque communauté, ce qui fait que on offre beaucoup de services à distance, au téléphone, via Zoom. Euh, on fait l'accueil, écoute, un parent qui vient d'apprendre que son enfant est autiste, ben, on l'accueille, on a des intervenantes pour ça. On a une qui est basée à Bonaventure. Et on le fait à distance quand c'est pas proche. On a des groupes d'entraide pour les parents, des groupes de discussion. On offre des formations. On fait aussi un peu de défense de droit. Et ben, c'est ça, là, on développe aussi certains projets spéciaux. Ben, c'est ça, là, dans le cas du mois de l'autisme, il y a une activité bien spéciale qui se passe justement dans Rocher-Percé, à Babo. Je sais pas si je peux en parler. Oui, vous pouvez pas. Ouais. OK. Ben, en fait, bon, c'est le mois de sensibilisation à l'autisme. Donc, au Centre La Joie de Vivre de Pabot, il peut y avoir un circuit découverte. Et il s'agit de suivre sur la page Facebook là, notre calendrier qui va avoir lieu. C'est le groupe justement de répit de 4 ados qui ont monté ça avec notre intervenante là-bas. Et ça va être ouvert à la population et aux parents. Et c'est à voir, là, c'est le 6. Donc, c'est le 6 avril. J'invite toute la population à aller participer à cette activité-là. Autrement, on a beaucoup d'activités en ligne, étant donné que la grandeur de notre territoire. On a le 13 avril une journée pédagotisme. Donc, c'est une journée, en fait, de conférence qui a lieu à Québec, mais on offre l'accès à nos membres via Internet, mais aussi on ouvre une salle à Bonaventure. C'est sûr que c'est une petite trotte, mais c'est quand même moins loin qu'à la Québec. Il y a une salle à Bonaventure qui est louée aussi, où l'équipe d'Autisme de l'Est va accueillir les parents pour cette journée-là qui veulent visionner un petit peu la conférence à distance. Et autrement, il va y avoir plein d'autres activités, là, mais tout au long jusqu'au 29. Donc, il se termine par une conférence Autisme au cœur des familles. Et c'est une chercheuse qui est maman de plusieurs enfants autistes qui va offrir cette conférence-là. Donc, c'est ça. Il y a plein de choses dans le cadre du mois de l'autisme. Donc, pour savoir pour connaître les activités, on peut aller consulter le site web d'Autisme du Québec. Vous avez nommé tout à l'heure les différents services que vous offrez. Comme vous l'avez fait remarquer, votre territoire est quand même énorme, là. Par rapport au quel genre de service que vous ne pouvez pas offrir à cause du territoire, l'idéal, on aurait besoin parce que j'imagine qu'en ville, dans les grands centres comme Montréal, Québec, eux autres doivent avoir des services qui ne sont pas à faire ici à cause de la grandeur du territoire. Oui, ben c'est sûr que dans les grands centres comme Québec, Montréal, les autres, parce qu'il y a des autismes, nous, c'est Autisme du Québec, mais il y a Autisme Montérégie, il y a Autisme Montréal, il y a Autisme du Québec. C'est sûr qu'Autisme Québec, Autisme Montréal, Montérégie, c'est des territoires qui sont plus restreints à distance. Ils vont pouvoir offrir plus d'activités en salle, des groupes d'entraide en personne. Nous, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais on pourra pas le faire partout. Donc, parce que faute de financement, l'idéal, ce serait d'avoir une intervenante, un intervenant d'Autisme de l'Est dans chaque MRC de la Gaspésie puis des îles, mais malheureusement, on n'a pas le financement pour ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est un frein. On se déplace pour certaines activités, des fois qui sont ciblées, mais on peut pas avoir une présence continuelle physique.
Donc, c'est ça qui fait la différence, mais on essaie, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, de pouvoir offrir des services à nos membres quand même si à distance. Et je ne vous cacherai pas que pour avoir parlé à des collègues, ma collègue de Montérégie ou d'autres endroits, avec la pandémie, même dans la région de Montréal, Québec, ils font de plus en plus d'activités quand même à distance, donc par Zoom, parce que les gens ont adopté ça dans le confort de leur foyer. Souvent, c'est des parents. Ils couchent les enfants, ils n'ont pas à payer de gardienne, ils font les activités. Donc, oui, c'est bien d'avoir des activités en personne, puis eux autres, ils ont plus de facilité parce que leur territoire est plus petit, mais en même temps, des fois, ça correspond bien aux besoins des familles de certaines personnes autistes de ne pas se retrouver dans un groupe, mais d'être à distance. Donc, c'est plus facile des fois d'être dans la sécurité de son foyer, puis pouvoir pas avoir besoin de payer de gardienne, etc., tout ça. Donc, il y a des pour et des contre, là, d'avoir des fois, c'est pas si rose que ça, parce qu'on est dans une région où le territoire est plus petit, là. Tu sais, ça y va selon les besoins des membres, puis l'évolution aussi. Puis la pandémie a vraiment changé les façons de communiquer de la population, puis a ouvert, je dirais, à démocratiser l'accès à des activités à distance qui n'étaient pas possibles avant ou très peu utilisées, comme le Zoom, le Team, des activités Internet, des activités via les réseaux sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure du camp de jour qui va revenir. C'est quoi les dates? Écoutez, j'ai pas les dates exactes, mais normalement, c'est tout de suite après la Saint-Jean-Baptiste, donc 24 ou 25 juillet, là, ça débute. 25 juin, excusez. 25 juin, et ça va à peu près jusqu'au 15 août. Normalement, c'est autour de 8 semaines. En fait, la période d'inscription est en marche. Encore une fois, sur le site autismedelest.org. Il est possible d'aller s'inscrire. Donc, et d'avoir les coordonnées de notre intervenante pour avoir de l'information, son numéro de téléphone, tout ça. Les inscriptions sont en cours. Pour ce qui est de la clientèle autiste, c'est nous. Sinon, c'est une clientèle en déficience intellectuelle, ben là, c'est le Centre La Joie de Vivre qui prend les inscriptions. Donc, ce camp-là, on a à la fois Autisme de l'Est qui participe, mais aussi le Centre La Joie de Vivre fournit du personnel parce que évidemment, une personne ne peut pas s'occuper de 8 à 10 personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle. Donc, l'année passée, il y avait 4 employés. Pour pouvoir offrir les services, et ça a été très, très, très apprécié. Même qu'une partie du groupe, justement, avait des besoins et on a réussi cet hiver à ouvrir le groupe que je vous parlais tantôt. Tous les samedis, on offre du répit, un groupe d'ados. Présentement, ils sont 4. C'est des jeunes qui avaient participé au camp l'été dernier. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? En fait, j'invite tout le monde à se rendre soit aller sur la page Facebook d'Autisme de l'Est sur notre site pour voir la programmation, vous inscrire aux activités. Et j'invite les personnes intéressées en autisme, les parents, les proches, à devenir membre d'Autisme de l'Est du Québec. C'est gratuit. Vous avez de l'information régulière, des infolettres. Vous pouvez nous suivre. Donc, c'est simple. Encore une fois, vous allez sur autismedelest.org. Ça prend 2 minutes à remplir. Et vous allez pouvoir en savoir plus sur l'autisme. Mais il ne faut pas se gêner pour nous contacter si vous avez des besoins. Voilà. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Les granges sont des témoins silencieux de notre passé. Elles émaillent notre territoire comme autant de souvenirs d'un temps révolu. Elles prennent toutes sortes de formes et de couleurs. Elles ont chacune leur signature. Certaines sont tombées, d'autres sont encore debout. Ici en Gaspésie, elles marquent notre paysage. Elles attirent le regard. Il importe donc d'en parler. Aussi, nous vous recommandons la lecture d'un dossier sur les granges de la revue Continuité numéro 165 intitulé « L'art de tenir debout ». Elle nous a été offerte en service de presse par sa direction. Il s'agit de tourner les pages pour découvrir combien ces bâtiments nous parlent. Il s'agit de les écouter.
Sur le terrain, nous avons rencontré Rémi Cloutier à sa grange située à L'Anse-à-Beaufils. Il nous raconte l'histoire de son bâtiment auquel il tient tant. Lui seul s'est raconté une histoire de grange comme personne d'autre. Voici mon reportage. Bonjour Rémi. Bonjour les amis. Alors voici votre grange. En fait, elle appartenait au Robin, je crois. Oui, c'est une des granges de la compagnie Robin. Mon père va acheter cette grange-là en 1968. Puis il voulait la démolir. Papa a dit non, démolis pas. Parce que moi, j'ai des chevaux. J'aimerais bien avoir d'autres chevals, puis je voudrais les garder à l'intérieur. Puis acheter la grange pour 100$. Puis ça, c'est une grange étable. Donc, ce côté-là, c'était le côté de l'étable où ils gardaient les animaux. On peut voir que c'est en bardeau de cèdre, donc c'est plus chaud. Puis, ce côté-là, ben, c'était la batterie. Dans la batterie, on appelle ça la batterie, mais la batterie, c'est divisé en plusieurs compartiments. Première des choses, ce côté-là, il y avait la tasserie, où est-ce que tu vas mettre le foin douce. Puis par après, là, tu reculais ici dedans avec le cheval, avec le truc à foin. Puis il mettait le foin sur le fanier aussi, au-dessus de l'étable, pour garder l'étable plus chaude. Puis... Le toit est original, je crois. Oui, ça c'est le toit c'était ce toit-là. Cette grange-là, à mon idée, date à peu près de l'âge de la maison, 1918. Puis il est là depuis 1918. Bravo. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi? C'est qu'à la fin des années 70, il y avait un beau clocheton sur le dessus ici. Puis la foudre, le tonnerre a tombé dans le clocheton. Puis les pompiers sont venus, puis le feu était pris dans le clocheton, ça fait qu'ils ont jeté le clocheton. Puis par après, ben, mon papa a acheté un ventilateur plus moderne, puis il a mis le ventilateur là dessus. Là. On fait de la ventilation dans la batterie pour que le foin ça puisse bien se ventiler. Parfait, on va aller à une autre partie? Parfait. Cette partie-là de la grange, c'est la batterie, où est-ce qu'on va entreposer le foin, mais aujourd'hui, ben, moi, je m'en sers comme entrepôt pour le bois. Donc, je vais ouvrir la porte. Puis, on peut voir qu'il y a du bois à l'intérieur, ça c'est pour chauffer durant l'hiver, puis on a du beau boulot aussi. Du beau boulot blanc avec de la belle écorce dessus, là, pour allumer le poêle. Puis, ici, on peut voir qu'il y a un trou ici. Ce trou-là a toujours été là. Il le gardait pour les chats, pour que les chats puissent rentrer par là. Puis s'il arrive un chat itinérant ou des choses comme ça, ben il puisse rentrer par là. Donc, encore cette année, il y a un chat itinérant qui vient dans la grange. Puis en même temps, ben, ça sert à débarrasser des souris. Donc, cette grange-là, elle est vraiment encore utile, elle est vivante. Ben oui, je m'en sers. Si j'aurais pas cette grange-là pour entreposer mon bois, tu sais, ça me fait du bois. On peut voir la qualité de bois que ça fait. La grange est ventilée, donc c'est fait pour ça. Fait qu'au printemps, début juin, je vais entreposer le bois dedans. Puis durant l'hiver, on va pouvoir chauffer. Parfait. On parle de patrimoine vivant ici. Ah oui, c'est certain. C'est certain que c'est du patrimoine vivant. Puis on veut la garder le plus longtemps possible. C'est une grange qui a plus que 100 ans. C'est toujours dans mes projets de la réparer le plus que je peux, mais on a tellement d'ouvrages. Vous y tenez à cette branche. Ah oui, j'y tiens. J'y tiens parce qu'on l'a toute restructurée par l'intérieur. Elle avait tendance à écréancher. Puis on l'a refermée par l'intérieur avec des contreventements. Wow. Puis ici, on peut voir que durant l'été, quand il n'y avait plus de foin dans la tasserie, cette partie-là, soit que c'était il y a une petite porte qui est là. Cette petite porte-là, soit qu'il gardait, il y avait un port à cochon à l'intérieur dans la tasserie, ou qu'il aurait pu garder des poules là aussi. Mais elle a eu une fonction, cette petite porte-là. Puis cette partie-là de l'étable, la porte qui est là aussi communique avec l'étable où les chevaux étaient. Peut-être qu'il aurait pu rentrer des chevaux, des animaux par l'arrière aussi, ou entreposer d'autres choses. Entreposer comme les attelages, des choses comme ça. Pour les chevaux, il aurait pu être entreposé là-dedans aussi. Merci. Alors, Rémi, il y a plein de photos ici. Et puis, on a un petit livre, je crois. Oui. La Gaspésie de Miguacha à Percé. Puis, dans cette revue-là, c'est une vieille revue. On peut voir que la grange, la grange étable qu'on parlait de la compagnie Robin, on la voit bien ici. Puis, on voit bien le clocheton qui est ici aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, on voit le clocheton. Donc, ce côté-ci, c'est le côté de l'étable. Les grands potes pour aller dans la tasserie ou dans la batterie. Puis, la petite porte sur le côté ici, là, où est-ce que j'entrepose mon bois. Justement, comme on a vu tout à l'heure. Comme on a vu tout à l'heure, justement. Puis, on va voir cette belle revue qui est franchement patrimoniale aussi. Ah oui. Pas de problème avec ça. Puis, sur la photo qui est ici... Oui, on y va. On est rendu ici. Oui. On est rendu avec Cid Legrand.
Sid Legrand était gérant pour la compagnie Robin à Lens-Beaufils de 1923 à 1950. Puis ça, c'est Sid Legrand dans son jeune temps. Puis on peut voir que tous les terrains à l'arrière sont tous... il est posé au côté de la grange, parce qu'on a justement la grange qui est ici. Puis on peut voir que les terrains à l'arrière sont tous cultivés. Eux autres, là, ils cultivaient aussi. Donc, si on regarde cette photo-là qui date de 1954, la grange, elle serait ici. Exactement. Justement là. Puis, tous les terrains en arrière étaient cultivés. Parce que quand il y a eu la crise de 29 à 39, les Robins vendaient du foin. Le monde est arrivé ici en Gaspésie pour ouvrir des colonies comme à Val-d'Espoir, mais il arrivait en pleine forêt. Donc, on ne veut pas de foin. Donc, la compagnie Robin vendait le foin aussi. Donc, elle achetait du poisson, elle va acheter du bois, puis elle vendait du foin. Puis, il y a une photo qui est assez intéressante, là. Ça, c'est mon grand-père, Georges Bourgette, qui demeurait au Cap-Rouge, avait une maison, avait une grange qui était faite comme ça. Sous influence anglaise, on peut voir que le toit en avant, il descend plus que le toit en arrière. Puis, aux autres, où ils sont situés au Cap-Rouge, là, c'est en pente. Puis les vents dominants du passé viennent du nord, les vents dominants. Donc, en avant, c'était l'étable. À la grandeur ici, en avant, l'étable pour garder les animaux. Puis à l'arrière, là, il faisait la tasserie. Parce qu'il va entreposer le foin puis les instruments oratoires à l'arrière. Il appelait ça une tasserie. Il appelait ça la tasserie ou bien la batterie. Puis sur le dessus de l'étable, il appelait ça le fanny. Dis-moi, j'ai quelque chose de curieux. On est sur cette belle grande photo, on voit que les terres étaient magnifiques. La maison dans laquelle on est, elle est... Ici. Ça, c'est la maison qui est ici. On est justement dans le salarium de la maison ici. Voilà, c'est là qu'on est présentement. Et puis, ici, du côté ouest, il y a le magasin général que toi, tu as repris, évidemment, revampé pour en faire un site à l'origine, hein, comme on dit. Mais là, on a une photo où c'était encore... actif, voilà. La compagnie Robin, là, on peut voir que la photo date de 1954. Ah oui, d'accord. Puis en arrière du magasin, on voit la première maison de la compagnie Robin. Elle est où précisément? Ici, juste à l'arrière du magasin là. Ok, d'accord. Cette maison-là date de 1870. Elle est encore là? Elle est encore là. Wow. Elle est encore là aujourd'hui, là, avec une toiture en bardeau de cèdre. Parfait. Ouais. Puis les terres, on peut voir comment les terres étaient cultivées, puis c'était encore là pour le foin. Aujourd'hui, là, c'est la 132 passe là aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Génial. Alors, rebonjour Rémi, troisième partie de notre entrevue. On a fait, évidemment, on est allé à la grange, on est allé voir comment elle est vivante, comment ce patrimoine est vivant. On est venu ici, on a vu des photos, un peu d'histoire, un peu on a regardé la géographie, le territoire. Maintenant, un peu plus de patrimoine personnel, hein? On vous écoute. OK. Je vais vous parler sur le côté de ma mère. Ma mère, c'est une Bourgette. Puis les Bourgettes, à l'origine, ils viennent de Percé. Puis dans le recensement de Nicolas Cox, en 1777, du temps que Charles Robin était en Gaspésie, mes ancêtres avaient déjà établi des postes de pêche à Percé. Ils pêchaient déjà, ils avaient déjà des bateaux et des animaux, puis c'était tout marqué dans le recensement de Nicolas Cox. D'accord. À Percé. Puis là, je vais vous parler de mon grand-père, Georges Bourgette, que lui, il demeurait à Cap-Rouge. Cap-Rouge, c'est entre Lens-Beaufils puis Percé. On appelle ça le Cap-Rouge parce que le cap, il est rouge. D'accord. Puis, lui, ce qui m'a frappé quand j'étais jeune, c'était la maison familiale parce qu'il demeurait dans la maison de son père, qui était... j'ai le blanc de mémoire. OK. La maison de son père, qui s'appelait Joe Silva Bourgette. Puis, lui, il avait une grange, Joe Silva. Puis, Georges, il aurait aimé ça avoir une grange aussi. Ça fait qu'ils ont dit, on va faire une grange double. Une grange similaire à cette grange-là, qui est faite avec un versant, comme j'ai expliqué tantôt, pour se protéger des vents du nord, puis se protéger des vents de la mer aussi, parce qu'il y a des grosses tempêtes de mer, le vent passait par-dessus comme ça. Puis les animaux étaient plus à la chaleur en avant parce que l'étable était en avant. Puis mon grand-père, il a dit à son père, il dit, moi j'aimerais bien avoir une grange aussi. Puis ils ont décidé de faire une grange double. Donc une grange double similaire à peu près à cette grange-là. On peut voir que cette grange-là aussi a été faite en deux parties. Je vais la zoomer, oui. Ouais. Puis c'est le fun de voir cette partie-là aussi parce que cette partie-là, il gardait les moutons dans cette partie-là aussi. Il gardait les moutons, les cochons, les poules dans cette partie-là. Les vaches étaient gardées dans cette partie-là. Puis au milieu de la grange, il y avait un établi.
un établi. Puis je me rappelle, quand j'étais petit gars, on allait là. Puis mon grand-père, et je rentrais dans la grange, puis moi, j'étais comme émerveillé de voir toutes ces choses-là, vu des yeux d'un enfant. Parce que le dimanche après-midi, il fallait traiter les vaches pareil. Absolument. Fait que là, il allait à côté de la grange, puis on voyait même pas les vaches. Puis là, il les appelait, il disait « Kyo, 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 kyo », puis là, les vaches arrivaient. La vache dominante arrivait, puis toutes les autres vaches vont rentrer. Puis là, il rentrait par une porte, puis sortait par l'autre porte. Puis quand il rentrait dans la grange, toutes les vaches avaient le crèche. Puis ils allaient toutes dans le crèche par eux autres mêmes. Ils allaient toutes se placer dans le crèche. Et on rentrait dans la grange, ils attachaient les vaches, puis par après, on commençait à traire les vaches. On est en train de dire, en fait, que les granges, là, ça faisait partie du quotidien des gens. Mais oui, parce que les vaches, il faut les traire à tous les jours. Mais là, on était en été. Ça fait que là, les vaches rentrent. Puis il y avait une senteur spéciale dans ces granges-là. Je peux pas vous dire que ça sentait bon, mais c'était la senteur d'une grange. Puis par après, une fois qu'ils avaient fini des traire, les vaches, ben, ils envoyaient les vaches dehors, puis là, ils sortaient par l'autre porte, puis là, il y avait encore un couloir qui était fait avec une clôture en perche pour retourner où ce qu'ils venaient. Ça fait qu'ils rentraient tous les animaux, de même, ils se cassaient pas la tête. Si mettons qu'il y avait des veaux ou des petits bœufs ou des choses comme ça, au lieu de les garder dehors, ils les envoyaient en dedans. Tout le monde rentrait dedans, puis tout le monde sortait une fois que les vaches étaient traites. Fait que c'est le même que ça fonctionnait. Puis, dans sa grange étable, parce que lui, il voulait avoir une grange pareille, Georges Bourgette. Fait que Joe Silva était sur un côté, puis Georges était sur l'autre côté. Puis dans le milieu, ils avaient fait un atelier. Faut croire que l'atelier, on fait ça dans la grange pour avoir la chaleur, parce qu'ils avaient la chaleur des animaux. Fait que t'avais des animaux sur ce côté-là, puis t'avais des animaux sur ce côté-là, puis t'avais deux portes. T'avais une porte ici, puis t'avais une porte là, puis tu sais que t'avais un atelier. Donc, si vous voulez réparer des choses, ou construire des affaires, réparer des slings, n'importe quoi, en hiver, ils pouvaient réparer des choses comme ça. Puis, à partir de l'atelier, t'avais accès à aller en arrière de la grange pour aller dans la batterie ou dans la tasserie ou des choses comme ça, où ce que les instruments oratoires étaient gardés aussi. Puis, je me rappelle, je trouvais ça intéressant, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous les outils étaient tous classés. Puis là, je n'ai parlé de ça avec mon grand-père. Mais il dit, là, il m'a dit, si tu veux pas chercher pour un outil, remets-le à sa place. Puis, ce qui mérite d'être fait, là, mérite d'être bien fait. Ça fait que c'était ça qui... Il y avait accès à l'eau, je crois. Oui, il y avait accès à l'eau dans la grange aussi. Mettons, à cette extrémité-là de la grange, il y avait l'eau courante. C'était dans un baquet. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est qu'un baquet. C'était comme un demi-quart qui était grand comme ça à peu près. Oui. Puis l'eau arrivait par là. Fait que c'était ingénieux. On parle d'une grange des années début 1900 qui avait de l'eau courante dans la grange. Pour qu'il y avait une source en arrière. Oui. Puis on avait passé un tuyau en dessous de la terre. Puis même en hiver ou en été, il ouvrait la champlure. Puis il donnait à boire aux animaux. Fait qu'il prenait, il ramassait, il y avait de l'eau là. Puis en hiver, c'est plus pratique en maudit. Parce que papa, lui, nous autres, il disait qu'eux autres, il fallait qu'ils emportaient l'eau à la grange. Donc, ils partaient de la maison avec des chaudières d'eau, puis ils emportaient l'eau à la grange. Tandis que, sur mon grand-père Georges Bourgette, l'eau arrivait directement dans la grange. Donc, derrière nous, peut-être, je ne sais pas si on a fait le tour, mais je remarque, pour terminer, que ces bâtiments-là de votre enfance et l'enfance de bien des gens ici renvoient à un passé qui était beau quand même. Ben oui, qui était beau. Eux autres, c'était une famille de 11 enfants. OK? Il y avait 11 enfants, il y avait le grand-père, la grand-mère, puis mon grand-père Georges, puis sa femme Adeline Bourgette aussi. Ça veut dire qu'ils sont 15 à la table. Puis à 15 enfants à la table, maman m'a dit qu'ils n'ont jamais manqué de nourriture. Voilà, dont les granges étaient importantes, là. Très importante, d'avoir des animaux, d'avoir tous les instruments oratoires, puis vu qu'il, tu sais, il complétait l'histoire de son père. Puis probablement que ce terrain-là, des Bourgettes au Cap-Rouge, ça venait du grand-père de ça aussi, là. Ça fait que eux autres, ils sont vraiment adaptés à leur terrain. Merci beaucoup, Rémi. Ça fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité, avec le style, l'originalité, et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé,
pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Avec la cessation du projet des espaces bleus par le gouvernement du Québec, l'avenir de la Villa Frédéric James est désormais entre les mains du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Jean-Louis Lebreu, ancien directeur du musée Le Chaffault, avait souligné la nécessité de transformer la villa en musée. En accord avec cette vision, Patrimoine de Gaspésie a envoyé une lettre au député pour apporter son appui à M. Lebreu et proposer également que le nouvel espace muséal de la villa prenne la forme d'un musée des beaux-arts. Pour éclaircir cette proposition et en savoir davantage, nous avons eu le plaisir de discuter avec Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie. Alors, je suis en compagnie de Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, le gouvernement a mis fin à son programme Les Espaces Bleus. Donc, l'avenir du musée, pas du musée, mais de la Villa Frédéric James, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir avec ça, mais le député de Gaspé a hérité du dossier. Donc, vous avez écrit une lettre au député. Parlez-moi un peu de pourquoi cette lettre-là. Bien, l'abandon du projet d'Espace Bleu avec la Villa James peut être vu comme une mauvaise nouvelle, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle dans le sens que ce projet-là avait bien été amorcé sur un volet. Le gouvernement actuel voulait restaurer dans chacune des régions du Québec un immeuble patrimonial d'importance. Alors, le choix pour la Gaspésie de la Villa James était très, très approprié. Et nous avons toujours salué ce geste en termes de prévention. Par ailleurs, ce qui posait problème, puis qui mettait de l'aile un peu qui mettait du plomb dans l'aile du projet, c'est que on voulait en faire un musée qui aurait été géré par le Musée de la civilisation à Québec. Et déjà, on avait décidé du contenu. On voulait parler de personnages importants au Québec. Maurice Richard, Céline Dion, etc. Dans le fond, le gouvernement voulait mousser la fierté d'appartenance des Québécois, autrement dit l'identité québécoise. Et ça venait jouer sur les plates-bandes de ce qui existait déjà. Le musée de la Gaspésie, en 2021, venait d'inaugurer une exposition à la Confluence des mondes, une exposition qui s'est méritée un prix de l'Association des musées canadiens. Donc, ça tombait très mal parce que ça venait jouer sur les plates-bandes du musée régional qui fait déjà ce travail-là d'identité gaspésienne. Et à l'époque, on avait intervenu, Patrimoine Gaspésie puis d'autres, là, en leur disant, d'abord, consultez le milieu, puis aussi faites, jouez pas sur les plates-bandes de d'autres. Autrement dit, mettez en valeur, déjà en 2021, j'écrivais une lettre à l'époque à la ministre de la Culture en lui disant, écoutez, mettez en valeur ce qui n'est pas beaucoup mis en valeur à date et qui mérite de l'être davantage, soit le patrimoine artistique de Percé, parce que Percé a connu une histoire vraiment très riche au niveau des artistes et des écrivains. Mais ils ont quand même cheminé avec un comité consultatif, mais on ne savait jamais qu'est-ce qui se décidait parce que c'était sous le signe de la confidentialité. Et jusqu'à tout récemment, le projet n'avait pas l'approbation sociale. Et puis aujourd'hui, c'était à contre-courant. En 2024, là, on ne vient pas dire aux Gaspésiens qu'est-ce qu'ils ont à faire. On les consulte et puis après ça, on prend des décisions à leur faveur. C'est pour ça qu'actuellement, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est le député de Gaspé à qui on a confié le mandat. M. Sainte-Croix a fait des études en histoire, il a été conservateur au Musée de la Gaspésie, il connaît très bien le domaine. Et puis,
j'aime bien son approche. Alors, lui, il consulte les gens. Là. Il va y avoir une rencontre le vendredi 5 avril. Et puis, ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet pourront le faire. Mais nous, on a voulu tout de suite, en appui à une position qu'avait prise le muséologue Jean-Louis Lebreu, qui a pris sa retraite l'an passé, et qui rappelait à juste titre qu'il fallait que le gouvernement respecte son projet d'origine, qui était un projet muséal. Donc, parce qu'actuellement, on disait, on va laisse au milieu décider qu'est-ce qu'ils feront avec le bâtiment. Mais nous, on dit non, il faut, pour ce qui est du sous-sol, qui est aménagé aux normes rigoureuses de la muséologie, c'est grand temps que ça soit vraiment consacré au patrimoine artistique et littéraire de la Gaspésie. Alors, c'est le projet qu'on lui soumet en disant que Percé devrait avoir son musée. Ça fait longtemps que des gens ont tenté de mettre en place un musée à Percé. Oui, bien justement, pendant que Jean-Louis Lebreu était directeur pendant les 40 années, il a fait plusieurs représentations, on pourrait dire, là, pour faire reconnaître le musée de Percé, là, puis aussi quand c'était le temps quand le projet d'Espace Bleu était arrivé, ben, il en a parlé aussi là, de son intérêt que le musée se retrouve à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Par ailleurs, la difficulté que posait le musée Le Chaffault, c'est que c'était un musée saisonnier. Donc, le ministère de la Culture ne subventionne pas les musées saisonniers. Autrement dit, ils veulent plus soutenir les musées ouverts à l'année. Mais ça n'enlevait rien à la qualité du travail que M. Lebreu a fait pendant ces 40 ans. Et en même temps, il était dans la lignée, M. Lebreu, de projets de musée. En 1934, lors du 4e centenaire du passage de Jacques Cartier, le juge Pouliot, qui était le père de Camille Pouliot, qui sera député ministre dans les années 30, 40, 50 même. Alors, le juge Pouliot, lui, qui avait publié un ouvrage sur la grande aventure de Jacques Cartier, déjà, il avait son projet de créer un musée régional à Percé en 1934. Il avait approché des notables et puis son projet cheminait, puis pour une raison qu'on ignore, ça n'a jamais abouti. Plus tard, en 1944 et jusque dans les années 50, Mme Eugénie Ranger, qui était une percéenne d'adoption, avait une collection de pierres semi-précieuses très importante. Et puis, elle avait ouvert un petit musée dans sa maison, puis les gens venaient voir ça. Puis cette collection-là, présentement, elle l'a cédée au Musée de la Gaspésie dans les années 60. À l'époque, c'était la Société historique de la Gaspésie, mais c'est devenu le Musée de la Gaspésie. Et puis, il y a eu aussi le travail énorme qu'a fait Suzanne Guitté, Alberto Tommi, avec la mise en place du Centre d'art de Percé de 1956 jusqu'à 1981, 80, au décès de Mme Guitté. Et vraiment, le travail que Mme Guitté a fait là, avec le Centre d'art, c'est admirable. Là. Dans les années 60, là, tous les grands artistes du Québec, en termes des arts de la scène, le théâtre, la chanson, le mime, cours de céramique, elle voulait, elle, donner aux Gaspésiens la possibilité de découvrir la création artistique. Il y avait des ateliers de toutes sortes qui se donnaient en dessin, en peinture, en céramique. Et puis aussi rendre accessible aux Gaspésiens ce qu'on voyait à la télévision du théâtre classique. Alors, il y a des grandes pièces de théâtre qui ont été jouées au Centre d'art. Et puis, il y a eu aussi plein de chansonniers, Georges Dard, Robert Charlebois, puis Gilles Vigneault, qui à leur début là, sont venus à Percé, puis ils n'étaient pas connus, là, mais ils venaient à chaque été. Percé était devenu avec le Centre d'art un carrefour des arts en Gaspésie. On partait de Montréal sur le pouce, là, puis on descendait à Percé, c'était la mode.
Et puis, après le Centre d'art et après le décès de Suzanne Guitté, ben, il y a Jean-Louis Lebreu qui, lui, a parti le musée Le Chaffaut, qui est un musée d'art, et qui a fait un travail admirable pendant 40 ans, de 1983 à l'an passé, 2023. C'est pourquoi on voit quand je vous dis tout ça, là, c'est qu'il y a une tradition à Percé de valoriser les arts. Et puis, cette tradition-là, elle mérite d'être connue par un musée. Ça fait longtemps, après le décès de Suzanne Guitté, Clément Richard, qui était ministre de la Culture, était venu à Percé. Et à l'époque, moi, j'étais directeur du musée de la Gaspésie. On avait rencontré les autorités de Percé pour voir dans quelle mesure l'œuvre sculptée de Suzanne Guitté et son œuvre picturale, ainsi que celle d'Alberto Tommi, pourraient être mises en valeur dans un musée à Percé. Mais M. Richard s'est cogné un moratoire qu'il y avait à l'époque sur la création d'un nouveau musée. On ne pouvait plus créer de nouveaux musées. Alors, il avait tenté d'ouvrir une porte en disant, bon, ben, la façon de contourner ça, ce serait peut-être de confier le mandat au musée régional de la Gaspésie, de mettre en place là, un musée satellite. Là. Mais à l'époque, ça avait mal été perçu par les gens de Percé. Là. On disait, ben oui, mais là, nous, on veut notre propre musée, on ne veut pas être un valet du musée de la Gaspésie. Alors, ce dossier-là n'a pas abouti parce que peu de temps après, ben, Clément Richard a été nommé président de l'Assemblée nationale, puis ça n'a pas donné de suite. Mais heureusement que Jean-Louis Lebreu, par son travail, a pu permettre de faire rayonner les arts à Percé jusqu'à l'été dernier. Maintenant, c'est un contexte actuellement, M. Sainte-Croix hérite je trouve, moi, d'un beau contexte. Ça fait convergence, le fait que Percé mériterait d'avoir son musée. Et la salle au sous-sol de la Villa James est vraiment bien aménagée aux normes muséologiques d'aujourd'hui. Alors, il suffirait tout simplement d'avoir une entente avec le musée de la Gaspésie qui serait... Puis le musée de la Gaspésie a une mission aussi d'intervenir davantage sur le territoire. Alors, il serait très heureux, j'en suis convaincu, de pouvoir collaborer à un tel projet pour mettre en valeur la collection Guitté et Tommi, qui actuellement est détenue dans les voûtes du musée de la Gaspésie. Et puis, ben, ce serait vraiment une façon d'animer à l'année Percé avec cette vocation muséale en bas. Et puis en haut, ben là, ça peut être ouvert à de la médiation culturelle, il pourrait y avoir des résidences d'artistes. Et puis, le fait aussi que ce musée-là serait ouvert à l'année, à la Villa James, moi, je l'appelle le musée des beaux-arts de Percé, mais ça mettrait en valeur le patrimoine artistique, mais aussi littéraire de la Gaspésie. Donc, ce musée-là a une mission régionale dans un secteur qui n'est pas abordé par d'autres institutions ou sites historiques. La plupart des sites historiques, il y en a un grand nombre, ça porte sur la pêche, et puis il y a le musée de la Gaspésie qui englobe tous les secteurs, mais il n'y a pas une institution qui est vouée entièrement à la mise en valeur du patrimoine artistique en Gaspésie. Et puis donc, ça n'enlève rien à personne, et puis justement, ça permettrait de compléter un peu les infrastructures muséales en Gaspésie, puis aussi en assurant que ce musée-là puisse être accessible à l'année. Alors, il y a toutes les normes pour que ça soit ouvert à l'année. Et puis, de ce fait, ça pourrait être aussi un musée qui pourrait être reconnu par le ministère de la Culture, parce que avec sa mission régionale, puis avec le fait qu'il est ouvert au public, puis il y aurait du personnel compétent pour faire des activités d'animation, pour y amener les écoles, etc. Et aussi, ça pourrait se faire en complémentarité avec le musée Chaffaut, parce que actuellement, le musée Chaffaut est en réflexion sur son avenir. Et puis, ça serait une belle avenue de faire du musée Chaffaut une vitrine au musée, à l'espace muséal de la Villa James. Et puis, j'en suis convaincu que la CEPAC qui collaborerait, la ville de Percé,
la corporation du musée Chaffault. Alors, voyez-vous, on dirait qu'actuellement, le fait que ça a chopé les espaces bleus, c'est devenu une bonne nouvelle. Et puis, les Gaspésiens aiment se prendre en main. Ils aiment aussi que... C'est pour ça que je salue le geste de M. Sainte-Croix de tenir des consultations. Alors, nous, on a cette opinion. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne seront pas favorables, là, mais au moins, on pourra échanger. Et puis, lui, ben, il aura en main toute la matière pour prendre une décision sage et conforme aux intérêts des Gaspésiens. Avec le rappel que vous avez fait là, sur toute l'évolution là, depuis 1934 à aujourd'hui, dans le fond, ça viendrait suivre la mission que s'était donnée Percé à travers toutes ces années-là. Oui, tout à fait. Et puis aussi, ce musée-là, à Percé, pourrait emprunter des œuvres. Il y a plein d'œuvres qui sont dans des musées au Québec, au Canada, puis aux États-Unis, qui sont des œuvres qui ont été créées à Percé. Marc-Aurèle Fortin a peint Percé, Alfred Pellan a fait des choses à Percé. Il y a des écrivains aussi, Paul Strand, pas Paul Strand, en 1900, Arcade 17, André Breton, excusez-moi, en 1944, a créé, a percé son ouvrage mythique sur le surréalisme. Robert Choquette également, c'était à Percé qui a écrit Suite marine, qui a connu un succès, qui lui a mérité un prix. Il y a plein de gens, Marie Lefranc qui a publié sur Percé, il y a plein d'écrivains et d'artistes. Là. Le musée à Percé aurait l'embarras du choix tant qu'au contenu qui est très riche. Vous parlez, peinture, littérature. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez dans votre lettre d'un musée des beaux-arts? Est-ce que de dire beaux-arts, ça vient englober plus que juste la peinture? Oui, bien, ça permet de ne pas exclure. Voyez-vous, quand on développe un concept, on fait une recherche. Et moi, actuellement, je soumets cette idée-là, mais je ne l'ai pas approfondie, alors il faudra voir. Je sais que les arts visuels, c'est vraiment la base, la littérature également, mais il y aurait peut-être d'autres formes d'art qui pourraient être complémentaires. Et puis aussi qui pourrait faire l'objet d'expositions temporaires au musée Chaffault l'été. Il y a tout un concept à développer autour du patrimoine artistique et littéraire de la Gaspésie. Et il faudrait aussi que ça soit gaspésien, particulièrement Percé, mais gaspésien parce que ces écrivains, ces artistes, ils venaient en Gaspésie, mais ils ne venaient pas seulement peindre à Percé, ils peignaient partout. Il y avait des paysages vraiment inspirants. Mais ça culminait toujours à Percé. Donc, ça serait une façon de mettre en valeur la Gaspésie puis la Percésie, qui ont été deux pays vraiment inspirants pour les artistes dès le 19e siècle. Même, voyez-vous, avant qu'il y ait le train ici, en 1910, 11, avant qu'il y ait le parachèvement de la ceinture routière en 1929, il y a plein de journalistes, d'écrivains, d'artistes qui venaient en voilier, qui venaient en vapeur, ils venaient en croisière dans le Golfe, puis c'est sûr que ça arrêtait toujours à Percé. Alors cette matière-là est très riche. Quelles pourraient être les suites à tout ça? Ben, les suites qui pourraient être données à ces consultations, c'est de deux ordres. Il faudrait vraiment engager une firme compétente dans le domaine là, pour faire un concept, puis développer une programmation. Puis aussi, l'autre élément, mettre en place un plan d'affaires. Comment la Villa James va être gérée, elle va être gérée par qui, elle va être gérée comment, qui seront les principaux partenaires. Parce qu'avec les espaces bleus, c'était le musée de la civilisation. Maintenant, ici,
Est-ce que ce serait une corporation? Alors, c'est tout ça qui serait défini par une étude, un plan d'affaires, parce qu'il ne faut pas que ça soit... Il faut que ça soit articulé, donc il faut que ça soit fait par des professionnels. Un peu comme les gens du Musée de la Civilisation, c'était des professionnels, sauf qu'on on les avait un peu parachutés dans ce projet-là. Mais il y a des firmes en muséologie au Québec qui sont très aptes à faire le suivi, puis de soumettre aux députés un projet concluant au niveau tant de la programmation que du plan d'affaires, du plan de financement. Parce que c'est pas une rencontre de consultation qui va régler ça, là. C'est vraiment, suite à ça, il faut que le député prenne une décision, aille chercher les sous pour mener le projet de façon adéquate et de façon professionnelle. Quelque chose qu'on peut ajouter? Non, ben, je trouve que M. Sainte-Croix est très bien placé pour mener à terme un très beau projet. Ce sera un bel héritage qu'il pourrait laisser au comté et à Percé. Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous. Vote de grève des travailleurs de la SAQ selon Radio Gaspésie. Les employés de la Société des alcools du Québec ont adopté à 89% un mandat de grève pour appuyer leurs négociations avec la direction. Ils disposent de 15 jours de débrayage pour contester les conditions de travail actuelles, notamment la gestion des horaires. Ils visent également à améliorer leurs conditions salariales, la formation pour les conseillers en vin et à augmenter le nombre de postes permanents. La convention collective étant expirée depuis le 31 mars 2023, les grèves pourraient débuter sans préavis selon Édith Bélanger, coordonnatrice de la succursale de Percé. Mesure d'urgence, Ottawa paye des génératrices à Percé et Carleton-sur-Mer selon ma Gaspésie. Percé et Carleton-sur-Mer ont reçu des fonds d'Ottawa pour des équipements d'urgence. Percé achètera 2 génératrices, des couvertures, lit de camp, un téléphone satellite et des radios pour une facture totale de 368 395 $. Carleton-sur-Mer prévoit aussi l'acquisition de génératrices pour un coût total de 278 700 $. Ces investissements facilités par les fonds post-ouragan Fiona amélioreront la préparation aux situations d'urgence, incluant les coupures de courant et autres sinistres météorologiques. Gaspé a également annoncé un investissement de 500 000 $ pour des génératrices et équipements connexes. Augmentation des opérations d'épandage contre la tordeuse cette année, selon Radio Gaspésie. La Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies prévoit d'augmenter ses opérations d'épandage en 2024 en réponse à la sévérité croissante de la défoliation causée par la tordeuse des bourgeons d'épinette en Gaspésie et aux îles. Avec environ 1,4 million d'hectares affectés, la situation s'aggrave, augmentant les risques de feux de forêt. Le budget Girard a alloué les fonds nécessaires pour intensifier les efforts de la SOPFIM afin de contrôler cette menace. Forte croissance de matières résiduelles dans Rocher-Percé et la ville de Gaspé selon ma Gaspésie. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie constate une amélioration dans la gestion des déchets, mais une augmentation du tonnage de matières résiduelles en 2023. Malgré une meilleure adoption du compostage et une réduction de l'enfouissement, l'augmentation des déchets soulève des inquiétudes. La sensibilisation à la réduction des déchets, notamment ceux générés par le commerce en ligne et la restauration rapide, sera un axe majeur du travail en 2024.
Une étape pour une maison de la culture à Gaspé, c'est selon Radio Gaspésie. La transformation de l'église de Kaposo en centre artistique suite à la désacralisation marque un tournant culturel pour la région de Gaspé. Le président Daniel Bernier envisage d'établir une maison de la culture grâce à un financement de 4,1 millions de dollars. Le centre servira de lieu de rassemblement pour les artistes et organismes culturels, offrant des espaces pour des projets, des ateliers et des expositions. Ce projet de revalorisation de l'église, construite en 1951, représente une avancée significative pour le milieu culturel local. Suspension du processus de révision de la carte électorale selon Radio Gaspésie. Le gouvernement du Québec prévoit de déposer un projet de loi pour suspendre la révision de la carte électorale. Cette décision fait suite à la proposition controversée de fusionner une partie du comté de Gaspé avec celui de Bonaventure et d'exclure la MRC de la Haute-Gaspésie. Cette proposition avait soulevé des inquiétudes quant à la représentation politique de la Gaspésie. Les consultations publiques en Gaspésie ont clairement rejeté cette idée, conduisant à un consensus parmi tous les partis pour la suspension du processus. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, considère cela comme une victoire pour la démocratie régionale et propose des révisions des critères de confection des cartes électorales. La Journée nationale de l'érable est proclamée au Québec selon ma Gaspésie. Le projet de loi 498 adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec établit une journée nationale de l'érable le 3e dimanche d'octobre chaque année. Initiée par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulain, cette journée vise à valoriser les produits de l'érable et à rassembler les acteurs de l'acériculture et de l'alimentation au Québec. Cette loi reconnaît le rôle culturel et culinaire de l'érable au Québec. Les acériculteurs représentés par Luc Goulet saluent cette reconnaissance mais demandent au gouvernement des actions concrètes pour le développement de l'acériculture, notamment en augmentant les superficies en forêt publique pour la production de sirop d'érable. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering, au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.